Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse, Société Générale, avec Léa Gézéquel qui est sur le plateau, vendeuse produits de bourse, Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Thibaut. Il me reste à vous présenter les invités qui sont assis autour de cette table sur le plateau. On va commencer par Jean-Louis Cussac, formateur, trader pour compte propre chez Perceval Finance. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Dorian Abadi, meilleur taux placement, analyste. Merci d'être avec nous, Dorian. Bonjour. Et James Touati, vous êtes vice-président de la SAMT, c'est bien ça, Swiss Association of Market Technicians. Excusez-moi, c'est la première fois. Je suis vraiment ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'inviter. Alors, on va parler cette semaine de plusieurs valeurs. On va parler du Brent, des indices, du gaz naturel, d'Equinor, de LVMH et de Apple. On va commencer tout de suite avec la première rubrique. On refait la semaine. On refait la semaine avec, pour commencer, Dorian Abadi sur le Brent. Vous nous en parlez souvent du Brent, hein ? Régulièrement, c'est l'occasion de faire une mise à jour puisqu'on est actuellement autour des 86 $ le baril, plus 12% depuis le début de l'année. 3 raisons à cette hausse, 2 relativement classiques et puis une beaucoup plus surprenante. Première raison, on en parle souvent ces derniers mois, on a eu des coupes de production au niveau de l'OPEP+, le cartel pétrolier dirigé singulièrement par l'Arabie Saoudite et la Russie. Ça n'a pas toujours fonctionné. Ils cherchaient ces derniers mois à maintenir un prix à 80 $ parce que c'est à partir de ce prix-là que les Saoudiens font rentrer des devises. En dessous, ils ne font pas vraiment d'argent. Les Russes, eux, ne voulaient pas couper la production parce qu'ils ont besoin d'un pétrole bon marché pour inonder justement le marché et soutenir l'effort de guerre, extrêmement coûteux évidemment en Ukraine. Donc on avait ce bras de fer et puis en plus par-dessus les Américains qui sont de très loin les premiers producteurs depuis quelques années qui inondent le marché avec le pétrole de schiste. Donc finalement petit à petit, à force de maintenir et surtout ces dernières semaines de couper encore plus la production, on a eu ce premier élan haussier en début d'année, premier trimestre. Également une demande assez forte des stocks américains qui ont particulièrement baissé. On est sur une relation offre-demande relativement classique. La deuxième raison, ce sont les taux. Powell, mercredi dernier, le banquier central américain nous a confirmé, c'est bon, l'inflation baisse, on va attendre encore un petit peu, mais normalement on va vers 3 baisses des taux, moins 0,75% cette année. Et qui dit baisse des taux pour les investisseurs sur les matières premières, ça sous-entend rebond de l'économie et de la demande. Jusque-là, classique. Et puis la troisième raison, beaucoup plus récente et un peu plus inattendue, ce sont les attaques ukrainiennes sur les raffineries de pétrole russes à base de drones ces tout derniers jours. Notamment une très grande raffinerie qui produit aux alentours de 7 millions de tonnes de pétrole par an. Aujourd'hui, on estime qu'il y a moins 600 000 barils par jour sur le marché du fait de certaines raffineries qui sont à l'arrêt. Les États-Unis ont demandé aux Ukrainiens d'arrêter. On est dans une année électorale, donc Washington ne voit pas forcément d'un bon œil que le pétrole monte à ce moment-là. L'essentiel des élections américaines se joue sur l'économie. C'est un gros sujet, l'inflation, chez eux comme chez nous, mais surtout en période électorale. Et le fait est que Moscou n'a pas vraiment reconnu que ces attaques avaient un impact, mais ils ont fini par dire on va baisser la production de 500 000 barils par jour pour rentrer dans le cadre de l'OPEP, avec qui, justement, ils étaient en confrontation directe au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc on sait que c'est plutôt un prétexte pour camoufler ces attaques-là. Donc c'est absolument crucial ce qui se passe en ce moment. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui fait que... Parce que pris isolément, ils n'auraient pas forcément eu ce même impact. Ça aurait pris certainement plus de temps, en particulier la relation offre-demande, ça s'établit sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais là, la dernière vague de hausse se fait singulièrement sur les attaques ukrainiennes. Et c'est ça qu'il faut surveiller en ce moment. On est à 86 $, ça continue de monter. Alors, on a quelques niveaux de résistance importants, singulièrement les 90, 96, et puis le niveau psychologique des 100 $ qui sont à surveiller. Il y a plusieurs banques américaines qui estiment qu'en 2024, notamment Goldman Sachs, on va atteindre, voire dépasser les 100 $. L'an dernier, on les a frôlés, on est resté à 96, 95 $. On n'a jamais véritablement atteint ce niveau-là en 2023. Ce sont ces niveaux-là qui sont cruciaux. Puis chez nous, chez Meilleur Taux Placement, on en a un petit peu en gestion pilotée. En réalité, on est investi sur un ETF bien diversifié sur diverses matières premières et notamment sur le pétrole. Mais au sein d'un profil, d'une allocation, je dirais, équilibrée, ça représente à peu près 3%. C'est relativement faible, mais c'est quand même important d'en avoir un petit peu. Est-ce que ce regain de tension, notamment lié au pétrole, a eu des conséquences sur les indices, Jean-Louis ? Non, pas du tout. Total a bénéficié quand même un petit peu de... Total et la défense.
Total a distribué un acompte sur dividende, là, récemment, qui a impacté le marché d'environ 8 points, sur l'indice. On a tout entendu ces derniers jours, notamment, il y a même le président de la Fed d'Atlanta qui a dit qu'il n'y aurait qu'une seule baisse des taux en 2024. C'est incroyable. Le marché n'a pas sourcillé. Et après, c'est une position parmi tous les membres du... Oui, mais c'est quelqu'un d'important. Donc après, il y a eu d'autres déclarations. A priori, on reste sur 3. L'idée, mais précédemment, c'était 4. On est passé à 3. Non, les marchés sont incroyablement invulnérables. Moi, c'est ce que je disais en regardant, si vous voulez, leur construction, c'est-à-dire pas oublier que toute la hausse s'est faite avec la méfiance, avec beaucoup de méfiance, avec une volatilité implicite qui restait assez importante, autour de 13, 14, assez longtemps. Bon là, ça y est, on a une vraie baisse de la volatilité, le marché a vraiment reculé, de la volatilité implicite, elle a vraiment reculé, on est revenu autour de 10,3 sur avril, on est quand même encore en 11,2 sur le mois de juin. Mais je disais que la construction sur les futurs, les positions ouvertes sont quand même en baisse sur un an. On a quand même une tendance baissière sur la construction, sur les positions ouvertes sur futurs. Est-ce que qu'est-ce que vous en concluez ? Non, c'est pas très important. Ce qu'il faut regarder, ce sont les positions ouvertes éventuellement. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la volatilité implicite sur les options et notamment tout ce qui sert d'assurance, c'est-à-dire sur les puts. Voilà. Et alors là, si on rentre un peu dans la technique, c'est aussi le smile de vol, c'est-à-dire comment cette vol monte si on anticipe une baisse. Et ça monte pas très fort, si vous voulez. On monte normalement sur un tableau d'options, si vous voulez, on voit que la vol monte tout doucement sur une anticipation baissière. Donc pour expliquer un petit peu, le fait qu'il n'y ait pas énormément de demandes sur l'ouverture de positions en put fait que la volatilité reste à des niveaux assez faibles, c'est ça ? C'est qu'on ne voit pas ce qui pourrait perturber les marchés, donc la demande qui existe, elle est largement compensée par l'offre des market makers qui, eux, ne voient pas d'inconvénient à vendre des options. Alors, ce marché, si vous voulez, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est à chercher à voir, à trouver soit un catalyseur, alors il y en a plein des catalyseurs potentiels, mais est-ce qu'il y a un signal quelconque ? Alors, non. Mais en même temps, on voit le CAC qui marque le pas, le DAX qui, lui, n'a pas arrêté de monter, alors c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai ? S'il y a un petit warning, c'est quelque chose qui m'a choqué un peu hier. C'est une répétition de ce que j'ai pu voir précédemment, mais avec peut-être une moindre ampleur. Encore que Nvidia, l'IA, si vous voulez, c'est un secteur qui a été... Tout le monde en parle, tout le monde y va. Hier, en France notamment, Bolloré a annoncé le franchissement du seuil des 5% sur Ruby. Cette valeur, moi ça fait 1 an que j'en ai, je l'avais proposé ici même, il y a 6 mois à peu près. Et il ne se passait rien, elle était plutôt pas mal, mais depuis 3 mois elle commence à monter un petit peu, etc. Et hier, elle a pris 12%. Qu'est-ce que ça m'envoie comme message ? Je me dis, il y a quand même un comportement moutonnier incroyable. C'est-à-dire que c'était une belle valeur, avec de bons fondamentaux. Les analystes, la valeur valait autour de 24, 25, ils disaient, à 1 an, on peut avoir un objectif raisonnable à 56, 58, 60. Ils disaient entre 50 et 60. C'est énorme, le potentiel. Mais personne n'en faisait. Il a fallu que Bolloré annonce le franchissement du seuil des 5% pour créer une hausse de 12%. Alors, tout le monde va dessus au même moment, et je me dis donc, effet moutonnier, que ça traduit quoi ? Ça traduit peut-être, qu'on est un peu chez les gérants, mais c'est un peu logique, je ne sais plus quoi faire. Donc je trouve une belle opportunité avec certainement Bolloré qui derrière, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Il va peut-être monter en puissance. Alors Ruby, c'est une société en commandite, donc c'est compliqué à prendre le contrôle, à lancer une OPA, il va falloir faire sauter la commandite. Mais bon, c'est une opération long terme. Voilà, l'idée c'est quoi ? C'est que les gérants se disent... frilosité des gérants, ils ont besoin d'un gros catalyseur. C'est pas une frilosité, c'est que... Ils sont à bout d'idées, mais c'est un peu normal. On est passé quand même en gros de 6 000 à 8 000. Donc, ils se disent, là, il y a peut-être moyen de placer,
d'avoir une ligne sur une valeur qui offre un rendement important, parce qu'on est à 7% quand même de rendement là-dessus, avec peut-être un parachute représenté par le fait que Bolloré va s'y intéresser de plus en plus. Vous voyez, et c'est cet effet moutonnier qui m'envoie le message. Voilà, on est à bout d'idées, on est à bout de beaucoup de choses. Techniquement, sur le CAC... C'est pas encore, si vous voulez, baissier, bien évidemment. L'idée, ça serait de revenir en arrière, par exemple, vous voyez, là, j'ai indiqué 3,85% vers 7910. C'est le genre de respiration normale dans un mouvement de hausse, alors là, d'une ampleur assez exceptionnelle, donc on pourrait aller au-delà, mais en tout cas, jusqu'à ce niveau, le marché conserverait un maximum de chances de rebondir. Voyez-vous ? Okay. Donc l'idée, ça serait, si on va sur ce niveau, peut-être qu'il va falloir acheter, déjà. En revanche, si on va voir la vitesse, et que ça. Après, ça remet un petit peu en cause, mais on peut descendre d'un cran supplémentaire vers la zone 7007-7006, mais ça sera encore l'idée. En fait, il faut voir les vitesses éventuelles du mouvement, parce que il n'est même pas enclenché encore. Enclenché, ça serait, je pense, la zone des 8100 à casser. Alors là, on rentre dans la période des dividendes. Ouais. Par exemple, j'avais regardé entre le 20 avril, presque aujourd'hui, et même à partir du 20 avril, parce que c'est le jour de la compense des contrats futurs, au troisième vendredi de juin, donc jusqu'à l'échéance juin, il doit y avoir environ, parce que je n'ai pas tout calculé au point près, mais 190 points de dividendes. 190 points, ouais, 2,5%. Voilà, donc attention, le CAC 40 va baisser, entre guillemets, de 190 points, mais c'est simplement des dividendes distribués. Donc dans la poche de l'actionnaire, les 190 points, lui, il va l'avoir dans sa poche. C'est attention. une perte de valeur. C'est pas une perte d'argent, c'est la société qui aujourd'hui est valorisée avec son dividende, demain, elle sera valorisée avec le dividende en moins, c'est tout simplement ça. Donc, ce que je dis à l'instant T, ça ne sera pas valable au fur et à mesure, il va falloir ajuster des dividendes distribués. Alors, ajuster tous les graphiques et toutes les analyses en fonction de cette distribution de dividendes. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. James, vous êtes intéressé, vous, au gaz naturel. Gaz naturel, oui. Matière première Gaz naturel, sur le gaz naturel, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, les niveaux de gaz et de GNL sont au plus haut, d'où justement la baisse du gaz. Et sur ce graphique, comme vous pouvez le constater, en un clin d'œil, on voit une belle divergence avec le RSI et le ROC. Le ROC qui est le rate of change, qui est en fait la variation du momentum de l'action. D'accord ? Donc on voit une belle divergence. Ça, c'est le graphique numéro 1. J'ai mis d'autres niveaux que je vais vous expliquer ensuite sur le deuxième graphique, s'il vous plaît. Voilà, donc là, j'ai mis Ishimoku, qui veut dire en japonais, en un clin d'œil. Et en un clin d'œil, ce qu'on va aller chercher chez Ishimoku, très souvent, c'est les plats de Kijun. Les plats de Kijun, qui est le plat de Kijun jaune, par exemple, que vous voyez sur le graphique. Le plat de Senkou Spanbe en orange, que vous voyez sur le graphique. Attendez, parce que plat Kijun et plat de Kunsambe, je ne connais pas. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont en fait des retracements de Fibonacci de 50%. D'accord. La Kijun, c'est un retracement de Fibonacci de 50%. Et on voit que la jaune, elle est plate. On voit ensuite la Senkou Spanbe qui converge avec le plat jaune, converge avec le plat orange de Senkou Spanbe. Oui. Donc ça, c'est un signal aussi. C'est un signal, c'est un niveau qu'on va aller chercher à moyen terme ou à long terme. Donc c'est pour ça que je vous indiquais les niveaux sur la Tenkan, par exemple, à 2,35 à la hausse, à 2,63 sur la Kijun, le plat de Kijun, à 2,72. On les a sur la droite. Voilà, tout est tout inscrit, ainsi que les extensions de Fibonacci au plus bas. On a aussi un gap qui a été comblé hier autour des 1,77, je crois, et on en a encore un autre en bas autour des 1,60, je vois pas d'ici, 62, 67. Je sais pas, Dorian, tu vois pas le dernier ? 67. 1,67, ouais. Voilà. On peut passer maintenant au graphique numéro 3, s'il vous plaît. Voilà, et là, vu que je suis spécialisé dans les figures de retournement, on a une figure harmonique, d'accord ? Sur cette figure-là, c'est un N-star, si mes souvenirs sont bons. Et on pourrait aller, donc ça confirme un retournement de marché et un rebond sur la zone en rectangle que je vous ai tracée, qui correspond au plus bas, au 1,34. Voilà. Donc là, si je comprends bien, vous nous faites la liste de plusieurs types de configurations qui vont toutes dans le même sens. Exact. D'un scénario qui serait d'un rebond du gaz naturel sur les niveaux que vous mettez. Voilà, on a 25% entre guillemets de chance de monter à la hausse selon les divergences que je vous ai montrées dans le graphique 1. 25% de montée à la hausse selon le graphique que je vous ai montré
avec Ishimoku. Et 25% en confirmation sur une figure harmonique qui est une figure de retournement de marché. Là, c'est du très pointu, c'est spécifique, c'est particulier. Je suis spécialisé dans les figures de retournement et la zone de PRZ, Potential Reversal Zone en anglais, zone potentielle de retournement, se situe au plus bas, autour des 1,34, qui est un retracement de Fibonacci de 1,618, excusez-moi. D'accord, très bien. C'est très intéressant, c'est très technique. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis? Vous n'êtes pas forcément sur ces mêmes méthodes, mais dans la configuration que vous voyez là, est-ce que vous avez une autre configuration qui viendrait avaliser? Pour l'instant, moi sur le plan technique, ça reste baissier. Donc là, si vous voulez, c'est une anticipation d'un scénario de rebond, de reprise. James l'a dit, lui, il cherche à trouver les prix à partir duquel en fait les probabilités de rebond vont augmenter. Sur le plan fondamental, les facteurs baissiers sont majoritaires, si vous voulez. L'idée, c'est la réduction quand même de la consommation de gaz, etc. Donc, on peut avoir un hiver très rude. Il peut y avoir des mouvements justement géopolitiques qui vont changer la donne. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester que... On pense au niveau que les stocks de gaz ont augmenté, les stocks de GNL aussi, mais vu la situation géopolitique, ça peut exploser à n'importe quel moment. Deux pas en arrière sur votre choix et votre spécialité de figure du retournement. La raison pour laquelle vous êtes plus concentré sur l'identification de ces figures, parce que vous pensez que les amplitudes de variation, quand on repère une figure de retournement, sont plus importantes? Oui, il y a un adage qui dit « Charts never lie ». Charts never lie. Les graphiques ne mentent pas. À moyen terme ou à long terme, on ira les chercher. Et ça, c'est l'adage de la Woods Academy, de ma société, qui dit justement que les graphiques ne mentent pas et qu'on pourrait justement remonter sur ces niveaux à moyen terme ou à long terme. C'est purement technique. Très bien. Sur les matières premières, en règle générale, il faut faire attention parce que comme le pétrole, le gaz, etc., l'échéance de livraison des contrats, c'est quelque chose de très important. Si vous avez une livraison au mois de juin où on a moins besoin d'énergie, par exemple pour le chauffage, par rapport à une livraison au mois de décembre, par exemple, vous avez des prix qui sont différents, vous avez des comportements qui sont un peu différents, même s'il y a des parallèles, bien évidemment. Donc voilà, c'est simplement une indication de quand on regarde un graphique, il faut savoir ce qu'on regarde et comprendre ce qu'on regarde, parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément... Les roulements de futur, les effets contango, les effets backwardation, etc. Exactement. On en reparlera peut-être dans Mais on est quand même sur des plus bas historiques, d'accord, contrairement au plus haut hystérique sur lesquels on est actuellement, et pas historique, sur les indices, je parle des indices. C'est quand même les soldes. Il faut comprendre qu'à des niveaux comme ça, moi, j'appliquerais plutôt une stratégie d'achat de call sur des varants. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un conseil. Je rappelle que ce qu'on fait ici, ce n'est pas un conseil, c'est de l'information et de l'éducation. Trader comporte des risques et vous êtes responsable de vos trades. Ça, c'est important. Donc pour moi, là, c'est les soldes. Quand c'est comme ça, je suis achat de call sur un varan. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, James. C'était très intéressant. Je rappelle que vous êtes vice-président de la SAMT, Swiss Association of Market Technicians. Merci beaucoup. On va passer à la rubrique suivante, le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler des turbos sur actions américaines, c'est bien ça? Exactement, c'est dans l'air du temps. Je ne fais pas trop dans l'idée originale, mais ça mérite quand même d'en parler. Pourquoi maintenant? Parce qu'on a eu l'introduction de Reddit en bourse jeudi dernier à New York. C'était une introduction qui était extrêmement attendue. Ça fait quand même 2 ans qu'elle se préparait. Et donc, tout le monde disait, ça va un peu donner la température pour les mois à venir, pour les futures introductions. Donc c'était vraiment un crash test entre guillemets qui s'est très bien placé puisque Reddit a quand même levé 6,4 milliards de dollars. Donc ils sont partis sur une valorisation jugée quand même très élevée par les marchés. Mais là, à peu près une semaine de l'introduction, on est déjà à plus 8%. Donc c'est plutôt un essai transformé. On rappelle en 2 secondes ce que c'est que Reddit? Oui, effectivement, vous avez raison. C'est une plateforme de médias sociaux en fait, Reddit, où on peut initier des conversations sur des thématiques. Alors le fondateur est assez en couleur et décrit son réseau social en fait comme un endroit où on peut trouver de l'absurde au très sérieux. Donc sur Reddit, vraiment, vous pouvez trouver des sujets extrêmement pointus, techniques, sérieux, et d'autres
d'autres sujets beaucoup plus farfelus. Donc vraiment, c'est une plateforme qui va agréger les points de vue et créer des salles de conversation en fait en fonction du thème. On se souvient des forums boursiers notamment, qui étaient Effectivement. susceptibles d'apporter des flux sur certaines valeurs. Tout à GameStop, fait. on se Sur souvient. GameStop, il y a eu beaucoup d'actualités. Pardon avec Reddit. pour ces digressions. non, je vous en prie, c'est très intéressant. Donc en fait, tout ça, ça vient un peu montrer l'engouement qu'on a aujourd'hui pour les valeurs US. Vous l'avez dit, c'est un sujet qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Et donc nous, en tant que Société Générale émetteur de produits de bourse, on propose dès les premiers jours de l'introduction en bourse, notamment de Reddit, des produits à effet de levier qui permettent d'aller amplifier la tendance sur le sous-jacent. Alors bien sûr, attention, si vous trompez de sens, l'effet de levier est contre vous, alors que si bien sûr vous êtes dans le bon sens, il vient amplifier vos gains. Donc cet engouement, il n'est pas bien sûr que sur les nouvelles introductions en bourse des valeurs US, il est beaucoup plus large. On se rend compte que les Magnificent Seven, comme on les appelle, donc c'est Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla, font vraiment partie de la success story qu'on voit depuis le début de l'année sur ces valeurs Donc, tech US. Les Français s'intéressent aussi aux Américaines comme Et tout le c'est ça monde. qui est incroyable, c'est qu'en fait, ça reste pas un sujet pointu, c'est que ça devient vraiment un phénomène de grande ampleur. Nous, côté produits de bourse, on a fait quelques statistiques et on s'est rendu compte en fait que la part des valeurs US sur l'ensemble des produits de bourse échangés sur actions, sur sous-jacent actions, l'année dernière, ça représentait 15% du volume. Donc c'était relativement encore marginal, alors que pourtant on avait déjà des belles histoires avec Tesla, ce genre de choses. Cette année, en janvier, on est passé à 22%, en février à 30% et en mars à 40%. Donc c'est vraiment quelque chose, une tendance chez les investisseurs français qui est très importante. Alors bien sûr, c'est très médiatisé. Et parmi ces 40%, en fait, on se rend compte que 80% de ces 40% sont traités uniquement sur ces Magnificent Seven. Donc il y a vraiment un effet quand même où c'est les gros qui, entre guillemets, remportent la mise et remportent l'intérêt des investisseurs français. On le voit d'ailleurs dans la performance du Standard & Poor's depuis maintenant 3 ans. Le principal contributeur du Standard & Poor's, à la hausse du Standard & Poor's, c'est cette mercenaire. MSCI World aussi, encore plus. C'est incroyable. On peut tenir le même propos au niveau mondial. Le principal ETF, le principal indice MSCI, c'est le World. 70% de composantes américaines. Quand on regarde le panier des 10 premières valeurs, on a les fameuses Magnificent Seven. Donc la hausse du marché depuis 3 ans, c'est les 7... Il y a encore quelques jours, la hausse du S&P, ou pour le dire autrement, si on enlevait les Magnificent Seven, le S&P depuis le début de l'année était flat. C'est extraordinaire. Donc, cette ça veut tout dire. force de l'investissement. Winner Dans takes ce- all. dans ce comportemental, en fait, quand une action ne porte aucun intérêt, les gens ne sont pas intéressés, que l'action est à la cave, les gens ne vont pas acheter. D'accord ? Par contre, quand elle va commencer à partir à un certain niveau, qu'il y aura un certain momentum, ils vont commencer à acheter justement ce qu'on appelle le FOMO. D'accord ? Mais on appelle ça plus de la finance comportementale. Contrairement aux biens et services, comme on l'avait expliqué dans une émission, Julien Ebenzal, si on vous propose par exemple une bouteille de vin à 200 €, vous n'allez pas l'acheter, mais si cette bouteille de vin demain on va vous la proposer à 2 €, tout le monde va l'acheter. Eh bien en finance, c'est l'inverse. Quand une action ne porte aucun intérêt, les gens ne vont pas l'acheter. Par contre, quand elle va commencer à exploser comme Nvidia, les gens vont commencer à rentrer sur les 750 ou sur les 800, c'est complètement aberrant, quoi. Une autre illustration du bull run. Oui, Voilà, il exactement. y a une raison structurelle aussi, c'est la composition même de ces indices au sein des ETF. Ah oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on investit sur un ETF MSCI, plutôt S&P 500, la pondération des 500 valeurs n'est pas la même. Exact. Concrètement, vous avez à la louche, vous avez peut-être 40% de l'indice qui est concentré sur une dizaine de valeurs. Il y a aussi une raison structurelle, c'est la composition même des indices, la composition des ETF. Quand on investit sur un ETF S&P 500, en réalité, cet ETF-là, cet indice-là, n'a pas la même pondération sur les 500 valeurs. Vous avez peut-être 30-40% de la pondération de l'ETF qui est seulement concentrée sur une dizaine de valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un investisseur achète l'ETF, le fournisseur de l'ETF va se couvrir et donc acheter plus majoritairement sur le montant investi par l'investisseur, plus majoritairement sur ces 10 valeurs. Exactement, et puis même le Nasdaq a été récemment rééquilibré pour atténuer un petit peu cet effet. Ah, Voilà. intéressant. Oui, Jean-Louis. C'est sûr qu'il est censé répliquer la valeur du Standard & Poor's 500. Les flux étaient constamment avec des flux entrants depuis des semaines et des semaines. La semaine dernière, juste comme ça, une petite parenthèse, c'est la première fois que je voyais depuis longtemps
il y avait 30 milliards de flux, mais sortants cette fois-ci. Ah, on est net sortant sur les ETF? La semaine dernière, dans le monde entier, je crois, il y avait 30 milliards, quelque chose comme ça en solde. Normalement, on est plutôt au flux entrant depuis Ah, de nombreux mois. Ah bah oui, c'est c'est en intéressant. semaine, là, c'est sur Attention, la semaine. Hein. c'est peut-être un signal. Non, On non, ne non, sait parce pas. qu'il y a quand même une inertie, mais il y avait un flux sortant de 30 milliards, je crois, sur la semaine dernière. Donc, un élément sur lequel il faut être attentif. Merci beaucoup Jean-Louis, merci à tous. On va passer à la prochaine rubrique, le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités assis autour de la table a 60 secondes pour convaincre les deux autres et déterminer s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer cette semaine avec Dorian qui va nous parler d'Equinor. Oui. Excusez mon inculture financière, mais je ne sais pas ce que c'est qu'Equinor. Mais vous allez nous en parler dans quelques instants. On va mettre le chronomètre derrière moi. C'est parti, 3, 2, 1. Je vous en prie, Dorian. Equinor, c'est la plus grande société norvégienne. C'est un fleuron pétrolier qui a publié de mauvais résultats annuels au titre de 2023 il y a quelques semaines, comme l'ensemble du secteur, exception faite de Total, parce que les hydrocarbures ont globalement baissé l'an dernier. Et donc, on a profité de ce point bas pour tabler sur un rebond. On l'a rentré à 23,60. Plusieurs objectifs. À court terme, ce sont les 24,60 et les 26,80 qui peuvent être intéressants, respectivement. C'est à peu près plus 4 et plus 13% que l'on peut amplifier avec l'effet de levier d'un turbo. Sur le long terme, ce sont les 30,90 € qui nous intéressent. Là, on est plutôt sur du plus 30. Le stop loss sous les récents plus bas, 20-22 €. On a un PER relativement faible, c'est-à-dire que c'est une action plutôt bon marché par rapport à ses concurrentes, par rapport à ses pairs des majors pétrolières, un très bon dividende comme la plupart des grands noms du secteur, supérieur à 5%, et puis des fondamentaux solides. Pour rebondir sur la première partie de l'émission, avec le rebond actuel du pétrole, on pense qu'il va également y avoir un rebond du titre. Merci beaucoup Dorian, je vous félicite pour votre discipline. Toujours. Chronomètre, c'est vraiment très satisfaisant. Alors Jean-Louis, James, qu'est-ce que vous en pensez? Prenez votre petite raquette. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, donc vous êtes trade et vous êtes trade aussi. Tout le monde est d'accord. Écoutez, pourquoi vous êtes d'accord, James? Parce que je suis d'accord avec lui, parce que je travaille beaucoup sur le crude de WTI et j'ai exactement les mêmes convictions quant au mouvement géopolitique qu'il peut y avoir sur les marchés avec la Russie actuellement et la guerre en Ukraine. Donc oui, c'est une valeur qui peut monter. On vient de rebondir en plus sur une moyenne mobile qui est la moyenne mobile peut-être 50 ou 200, c'est laquelle? C'est la 200, tu as un doji, plusieurs doji par-dessus, donc techniquement il y a plusieurs choses à faire. Pour les puristes des J'essaie de faire des graphiques épurés, mais c'est vrai qu'il y a le support, le double support horizontal, la SMA, les doji, enfin on est... Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui Jean-Louis. convergent. Alors, ouais, mais les doji, là on est en weekly, là. Oui, donc c'est des gros doji. Oui. Ouais, gros mais doji. justement, moi ce que j'aime, c'est le daily, là. Donc j'ai essayé de calculer le nombre de semaines. Il y a ce qu'on appelle un double appui en décalé, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un point bas au mois de mai, là, mars, avril, mai 2023, et donc on est reparti à la hausse, et en 2024, on revient en arrière, pas tout à fait sur le point bas du mois il y a un an d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que on attend, il y a des achats qui viennent se placer juste au-dessus de la zone théorique où ça serait parfait, mais c'est jamais parfait. Mais donc c'est intéressant. Donc il y a manifestement de la conviction. Donc là, il y a pas mal de semaines, donc il y a plus de 30 jours de stabilisation et d'amorce de rebond. Ça aussi, j'aime bien. Donc oui, il y a tout pour que ça remonte sincèrement. Moi, je viserais, vu la volatilité de ces sociétés, moi, je viserais 30... c'est en euros, hein, 30 €. Oui, c'est en euros. Donc oui, c'est ce que je chercherais à atteindre d'une manière assez logique, puisqu'on a ce niveau qui a été atteint en 2022, récemment encore en septembre, et pourquoi pas à nouveau. Alors tout le monde est d'accord sur ce scénario aussi. Moi j'ai une question qui va plutôt en défaveur de ce scénario. On voit que lors de la baisse, il y a quelques semaines, une importante baisse, voire une bougie baissière, on voit que les volumes sont très très élevés. Est-ce que ça n'a pas une signification contradictoire avec ce que vous êtes en train de nous dire tous? Quand ce genre de titre chute, alors en plus il peut y avoir l'effet de la perte de devise euro, couronne norvégienne par-dessus, bien que là on soit sur le titre coté en Allemagne, donc libellé en euros. Oui, ça ne fait pas semblant quand ça bouge en général le marché pétrolier, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En ce moment, je pense que les vents sont porteurs, et puis au-delà de ça, le risk-reward
est généreux. C'est-à-dire on est proche des récents plus bas. Donc moi, je mets le stop en dessous, avec un objectif de long terme, potentiellement jusqu'à 30,90 €. Ce que je cherche à faire systématiquement, c'est de ne surtout pas viser des plus hauts historiques, mais simplement de revenir sur des valeurs relativement récentes. Là, on va quand même chercher 30% sur le titre vif. Sur les objectifs de court terme, je parlais de 4 et 13% qu'on peut amplifier avec un effet de levier, sans exagérer, hein, juste du x2, x3, ça peut être amplement suffisant pour avoir toujours un risk-reward assez sympathique. Et la configuration m'intéresse. S'il fallait mettre les retracements de Fibonacci, en l'occurrence, comme c'était le cas en première partie, on irait chercher en gros les 61,8, les 78,6 de l'impulsion précédente. Donc c'est pas un excès. Et on vient de tabler sur un rebond depuis un point bas. C'est ça que je cherche le plus en Écoutez, félicitations, vous avez convaincu vos deux camarades. Et un dernier point. Volume, parce qu'on a parfois des gros volumes et des petites bougies, ou une bougie inverse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un volume qui peut être rouge et une bougie verte, et inversement. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi, dans la phase baissière, il y a eu des volumes très très importants qu'on ne retrouve pas dans la phase haussière sur les dernières semaines. Là. Il y a une semaine où, en fait, on a un mouvement de baisse avec un très fort volume, mais c'est le pic des volumes d'ailleurs. Mais vous voyez, les deux bougies weekly, alors comme c'est des weekly, c'est moins lisible pour moi, mais vous avez deux gros volumes qui sont des volumes de redistribution en fait, de force importants, où les titres ont changé de main. Et la bougie avant la forte baisse, après tout, elle stabilise, hein, donc il n'y a rien de méchant. Et après la bougie de forte baisse, immédiatement, vous avez une bougie à nouveau de stabilisation avec même un petit rebond. Et donc là, c'est pareil, il y a une grosse redistribution sur un niveau de prix qui stabilise. Ça veut dire que là, ça, c'est important. Des forts volumes sur la baisse, mais aussi des forts volumes sur cette stabilisation, comme si c'était une opportunité qui arrivait. Immédiate. D'accord. Oui, mais il ne se passe rien. Les volumes sont élevés, mais il ne se passe rien. Regardez la bougie. C'est ce qu'on dit, ça ne bouge pas. Mais c'est la fin d'un cycle baissier, peut-être. Voilà, c'est le début d'une reprise de position. C'est ça. Très intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Et on va passer à Jean-Louis, qui va nous parler de LVMH. On va mettre le chronomètre derrière moi. C'est parti, Jean-Louis. 3, 2, 1, c'est à vous. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de présenter LVMH. C'est bien, c'est pratique. Alors, je cherche des valeurs que l'on pourrait voir en retournement de tendance et donc sur lesquelles on pourrait acheter un turbo put. Alors, il n'y a pas encore le signal. Pour moi, ça serait 804 cassé. Donc, c'est vraiment le niveau que j'ai mentionné là. Concomitamment, évidemment, à cette situation technique, où on voit que le titre quand même marque une vraie pause, sous-performe la dernière hausse du marché, peut-être qu'avec le luxe et Kering, il faut guetter si la valeur va tenir ces 804, donc il y a plutôt un achat au-dessus, une vente en dessous. Alors je ne sais pas si j'avais fait un zoom, mais en gros, l'idée, ça serait d'aller chercher les 750, les 692 en cas de fort repli de l'indice. Mais on n'en est pas là. 804 à surveiller de près. Dessous, je vends, au-dessus, j'achète. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, James, Dorian, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'habite en Suisse, je suis en mode toujours Roger Federer. Très bien. En ce match même, donc à la baisse, bien sûr. Mais on va commencer par Dorian parce qu'il n'est pas d'accord. Dorian. Par principe, parce que c'est Jean-Louis. C'est bien ça, c'est bien. Non, c'est culotté en vrai de shorter, enfin de vendre LVMH. Donc pour ça déjà. Sous 804. Sous 804, c'est un ordre différé. Donc c'est culotté. En fait, j'irai à l'encontre de ce que j'adore faire, c'est-à-dire du versement programmé. Je rêve que les indices et singulièrement les grandes valeurs du luxe baissent fortement. Ça n'arrive pas. Je suis impatient. L'intérêt des versements programmés, c'est de lisser vers le bas, de moyenner sur le long terme ces prix d'entrée. Donc du LVMH à 600, 700 €, j'en rêve. Mais ce serait pour moi l'occasion d'acheter, de faire mon versement programmé. Shorter LVMH au moment... En fait, Bernard Arnault rachète les replis tout le temps. Donc il renforce sa position. C'est extrêmement culotté d'aller le shorter. C'est comme Total, je ne me verrai jamais le shorter en réalité. Très bien. Mais je rêverais que ça baisse pour le racheter à bon compte. Le message est entendu. James ? Alors moi, concernant LVMH, pour les puristes d'Ishimoku, ils auront cherché des retracements de Fibonacci obligatoirement. Et pour les puristes des figures harmoniques, on a une figure harmonique qui s'appelle Navarro 200. Je ne peux pas vous présenter maintenant, mais on a une figure harmonique baissière qui donnait justement un signal baissier autour de l'étoile filante que vous avez tout en haut là.
voyez, Oh, la petite étoile filante. C'est le petit doji là. Voilà, Oh, voilà, tout en haut, voilà, qui formait aussi une étoile du soir. indication de fin Les de hausse. souvenirs sont bons pour tout ce qui est bougies japonaises. Je ne suis pas un grand puriste des bougies japonaises, mais j'en connais. On vous pardonnera parce que vous êtes quand même un spécialiste de pas mal d'autres matières. Voilà, pas spécialiste des bougies japonaises, ce n'est pas très grave. Les principales, voilà, les principales, les plus récurrentes. Mais oui, moi aussi, je serais plutôt là-dessus sur un achat de poutres en varan, donc un investissement à la baisse, Ouais. d'accord. Voilà, et j'irai chercher les niveaux que Jean-Louis a indiqués tout à l'heure. Donc en cas de dépassement à la baisse des voilà, 804. l'objectif de retracement 754, c'est très bien. Ça, Ouais, Il y pas a mal, juste un truc. Dorian, d'ailleurs. une dernière chose. C'est vrai que pour les puristes de Fibo, les niveaux qu'il a indiqués, ce serait la rupture des 38,2, des 23,6. Donc c'est typiquement le genre de signaux qu'on attend. Mais il y a un propos d'ailleurs plus fondamental, c'est que ces derniers jours, finalement, LVMH a relativement peu baissé face au tacle de Kering qui a émis un avertissement sur résultat. Normal. C'est vrai, mais tout le secteur a quand même été pas mal secoué. On pouvait craindre qu'LVMH baisse et que ce soit l'occasion justement de provoquer un peu de prise de bénéfice, voire un véritable mouvement baissier qui n'a pas eu lieu. Il y a une petite baisse, mais pas Légère, mais bon, franchement, ça a perdu 5%. Au mot de la Alors, fin. ce qui me rassure, c'est que quand j'avais fait ce genre de graphique à l'achat il y a quelques temps, personne n'était d'accord avec moi. Donc je me dis qu'après tout, c'était pas mal. Oui, mais c'était un bon timing quand vous aviez fait votre Ouais. stratégie long short, long LVMH. Alors, le long short short, Kering. c'était pas mal. Non, mais c'est vrai, j'ai un biais aussi à plutôt être acheteur. C'est vrai que Arnaud achète régulièrement Il des titres. replie tout le temps. Bah, il achète pas tout le temps non plus, mais là, il avait arrêté, me semble-t-il. Mais c'est vrai que c'est une valeur systématiquement à acheter sur des replis. Mais encore une fois, il faudrait que le CAC 40 donne le même signal, ça serait parfait. Donc, si vous avez deux signaux, ça conforte votre Si vous stratégie avez, baissière. si vous Ah bah, avez c'est- deux signaux, Ouais. en effet, Ouh là là. C'est l'œuf et la poule. ça hein. serait l'idée renforcée d'une opportunité à acheter un turbo poudre. Pour l'instant, vous savez, parfois, on a envie de faire quelque chose, on se dit « Ah, ça va baisser, ça va baisser ». Je pense que d'acheter le turbo poudre pour une toute petite quantité, ça enlève un peu le fantasme temporairement, et puis on devient dans l'attente du signal technique, et puis là, on ira un petit peu plus fort à ce moment-là. Avoir une petite exposition, parfois, ça rassure. Exactement. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. On continue avec James. James, vous allez nous parler On d'Apple. parlait d'Apple. Attendez, on va mettre le chronomètre. D'accord. Vous avez que 60 secondes, il faut être précis. Ça va être. Et Jean-Louis est déjà pas d'accord, alors attention, Déjà pas d'accord. Bah, y ça a vous pas met de- la pas de pression. problème. Non, bien sûr que non. On y va, c'est parti. Allez-y, James. Donc, comme vous le savez tous, le département de la justice est actuellement sur le dos d'Apple, d'où cette baisse qu'il y a eu il y a quelques temps, récemment. Ils viennent un peu après la pluie, comme on dit en français. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le 10 et le 14 juin, il va y avoir la semaine des développeurs. Donc ça devrait rebooster le marché. Même si le département de la justice est derrière Apple, il faut savoir qu'ils ont quand même dans les caisses environ 300 milliards. Donc même si on leur met une petite comment on dit, Une amende. une amende de 5 ou 10 milliards, ça ne sera rien du tout, sachant qu'il faut rentrer entre 10 et 12 milliards par trimestre. Ça, c'est hyper important. Donc attention au short squeeze, d'accord, et attention au bear trap. Techniquement, comme je l'ai monté sur le graphique, il y a peut-être une death cross, mais ça, c'est pas sûr. J'ai mis une zone de rebond autour des 146, 161. En fait, 161,38, ce serait un retracement de Fibonacci de la hausse qu'on a eue de janvier 2023 à juillet 2023. Merci beaucoup, James. Ah, Alors, c'est déjà passé. Ok. oui, Ah, vous ça y voyez, est. on achète ou pas là? Ah bah écoutez, on va voir. Non, mais On achète, ouais. t'achètes immédiatement. On peut acheter Attendez. des calls Non, en non, varan. non. Vous attendez, vous aurez votre droit de réponse. Ok, j'ai James, je vraiment suis droit de désolé. réponse. Alors, vas-y. On passe à la contradiction. Bah, non. Non, parce que, alors bon, c'est vrai que là c'est en jour, Mhm. donc j'ai une lecture Non, j'ai une grande méfiance sur l'ensemble des marchés qui sont arrivés à des niveaux de prix très élevés. Bon, ça c'est le premier point. La valeur a sous-performé ces derniers temps, l'histoire des 300 milliards, et que ça, enfin, d'ailleurs, tout le monde connaît, je dirais, les fondamentaux de Apple, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. L'idée, c'est les perspectives. Donc, bon. Moi, je pense que là, c'est acheter une valeur qui est en train de baisser et qui conserve une tendance baissière non infirmée. Éventuellement, maintenant qu'on a marqué un point haut là, sur la petite reprise qu'on vient d'avoir ces derniers temps, justement avec la dernière impulsion, enfin la dernière,
la dernière en cours, peut-être qu'il y en aura une autre, mais on a eu une nouvelle impulsion sur le SP500 ces derniers temps, qui nous ont presque, sur le futur, au-dessus de 5003, mais on est à 5000, on a fait quoi, 5240 et quelques, 50 sur le cash. Donc, vous voyez, j'achèterais éventuellement sur une dynamique de reprise, mais pas sur un repli. Ça, c'est des choses que je ferais sur des niveaux beaucoup plus bas, acheter sur un retracement par anticipation d'un signal technique d'impulsion à la hausse. Là, on est trop dans la zone haute tout de même. Donc, en plus, avec les problèmes rencontrés par Apple ces derniers temps, je pense que les investisseurs vont se dire qu'il y a mieux à faire ailleurs. James, je vous donne la parole pour répondre, mais attendez, Dorian va aller dans votre sens. Peut-être. On En l'a tout cas, c'est ce que dit on l'a votre- recommandé à nos clients, donc naturellement, je ne vais pas aller à l'encontre, mais au-delà de ça, on a un PER qui n'est pas délirant pour les Magnificent Seven dont parlait Léa, surtout si on regarde des Nvidia ou d'autres grands groupes techno, des valeurs de croissance. On est aux alentours de 24-25 pour Apple. Depuis le début de l'année, on perd 7-8%. Il y a effectivement cette enquête qui joue beaucoup. Je pense qu'il y a un prix intéressant actuellement sur ce niveau de support autour des $170 l'action. C'est évidemment un titre que l'on va conserver sur le long terme, non pas pour le dividende, parce qu'il n'est que de 0,5-0,60%. Donc c'est infime, ce qui est quasiment toujours le cas des valeurs de croissance, mais simplement pour l'appréciation même de l'action, pour son potentiel de rebond. Là aussi, on n'est pas obligé d'aller chercher des plus hauts historiques. Il y a quelques plus hauts récents qui peuvent être visés pour l'investisseur plus court ou moyen termiste. Qui représentent quand même des hausses significatives. Il y a quelque chose que 170 et j'aime 190. Oui, et que j'aime bien regarder, c'est le portefeuille atypique de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, qui détient 5% des actions Apple. C'est 40% de leur portefeuille. Ils en ont un tout petit peu vendu, 10 millions de titres, il leur en reste 900 millions. Récemment, ils sont obligés de le publier, c'est l'information publique. Et bon, à part voilà, on a vu qu'ils ont pris un peu de bénéfices, mais je ne crois pas que ce soit pour signaler un changement majeur. Une sortie. Parce que ça a beaucoup fait la une des médias financiers, ce petit retrait, mais en réalité, pas grand monde est allé creuser le détail. Il reste encore 900 millions d'actions chez Berkshire. Merci Dorian. Alors James, répondez, mais expliquez-nous alors- bear trap et short squeeze. Alors, Parce que beaucoup d'auditeurs ne savent pas ce que Avant c'est. d'expliquer ça, est-ce qu'on pourrait passer le graphique numéro 2, s'il vous plaît, pour converger avec ce que j'explique? Voilà. Donc, selon Ishimoku, en un clin d'œil, on peut voir que la Senkou Span B converge parfaitement avec les 50% de Fibonacci que je vous ai indiqué. Croisement des autour deux des courbes 100, jaunes et violettes. hein. Là, celle qui converge sur la zone en pointillé, Weekly, là. l'horizontale en pointillé, on est en weekly, sur les 161,38. D'accord? Ça serait le point idéal d'achat. D'accord? Très bien. Donc ça serait, pourquoi je dis ça serait peut-être un short squeeze ou un bear trap? Parce que si on reprend ce qui s'est passé dans le futur, quand En passé. dans le futur, par rapport à Microsoft, je vais parler maintenant de Microsoft, juste pour faire une analogie avec Microsoft. Quand le département de la justice s'est mis sur Microsoft, ils ont menacé de se délocaliser et d'aller au Canada. Ça s'est réglé rapidement. Ils vont peut-être pas en arriver d'ici là. Je pense que ça va se régler à coût de milliards de dollars. Et c'est tout. Mais le point d'entrée idéal, ça serait les 161,38. Il y aura beaucoup de gens qui vont acheter à ce niveau-là. Alors short squeeze, bear trap. Le bear trap, c'est le piège baissier. Le piège baissier, le short squeeze, ben c'est justement le fait que les vendeurs voilà, peuvent se faire sortir justement sur, Ils sont pris à contre-pied. voilà, soit pris à contre-pied. Sur un certain niveau. Exact. Ok, très bien. Moi, j'irais chercher les 161,38, ça serait un niveau idéal. Parfait. Après, on verra. Et vous avez un croisement de nuages en bas, un peu plus bas, qui vous donnerait, qui est absolument bien situé dans la zone de PRZ, dans le rectangle vert. Il va falloir qu'on creuse ces Shimoku. C'est mieux. Parce que Donc, je le ne Varan, suis pas familier, mais c'est le très intéressant. Varan, je serais plutôt en achat. Là, maintenant, actuellement, tout de suite, je serais plutôt en achat de call. Très bien, parfait, très intéressant. Merci à tous. On va passer à la rubrique suivante. À vos marques. À vos marques, le quiz avec Léa Jézéquel, vendeuse Société Générale Produits de Bourse, qui va nous parler cette semaine des... Du jargon financier. Alors on a été... Ah, vous Ben êtes voilà, ça y est, éliminé. Jean-Louis. Jean-Louis qui Il est peut pas indiscipliné s'empêcher. aujourd'hui. hein.
Ah bah voilà, bah ça y est, Dorian, c'est pour vous. non, on va Dorian, à toi de jouer. reprendre. Vous allez nous expliquer les règles parce que James n'est pas forcément Effectivement. Alors, vous vous rappelez des règles, j'énonce l'énoncé de la question et vous me laissez finir les 3 réponses possibles avant de buzzer. Et après, il n'y a plus de règles, c'est la guerre. Attention, Jean-Louis, il triche un peu. J'ai déjà joué avec lui à d'autres jeux, c'est un tricheur. Aux échecs? Aux échecs, je Alors, Première question. première question. Qu'est-ce que le slippage? Une erreur de frappe lorsqu'un opérateur de marché rentre un ordre, un décalage entre le cours d'exécution et le cours du passage d'ordre, ou le réajustement des cours entre le futur et le cours d'ouverture. Dorian. Oh. Ah, il a été rapide. 3. 2. Non. C'est la 2. Buzz! Bah, J'ai faut déjà buzzer, buzzé. c'est la 2. Ouais. C'est la 2. Effectivement, Dorian, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, le slippage, on appelle aussi ça l'effet de glissement en français. Ouais, ok, j'ai compris. C'est le terme qui est Pour moi. utilisé lorsque le cours auquel votre ordre est effectivement passé ne correspond pas au cours auquel vous auriez souhaité passer l'ordre. Donc attention, ça peut arriver effectivement quand vous mettez un ordre au marché puisqu'il n'y a pas de conditions sur le prix auquel est exécuté. N'hésitez pas à vous servir d'ordre limite ou stop and code pour sécuriser votre cours et pour éviter ces effets de slippage. Donc ça ne peut arriver que lorsqu'on a des cours, des ordres qui sont au prix du marché finalement. Exactement. Parfait. Deuxième question, un point pour Il est malheureux parce qu'il le savait, Jean-Louis. évidemment. Donc, il a appuyé, puis... J'ai pensé gap S'en dans veut, la là, 2. il s'en veut. Je suis- Dorian. Ah oui, il s'en veut. vraiment. Ah, là, il s'en veut, je le sais, parce qu'il, bien sûr qu'il le connaît, la réponse. Deuxième question. Vous allez vous refaire. Qu'est-ce qu'un gap boursier? Voilà. Non, Alors mais- attention, ne soyez pas trop présomptueux parce qu'il peut y avoir des subtilités. La différence entre le cours d'ouverture et de clôture au sein d'une même séance boursière, l'écart d'horaire d'ouverture entre 2 places financières, ou alors un écart de cotation important entre 2 cotations successives. Alors Dorian, La 3. effectivement, Oui, il y avait des c'est la pièges. 3. Alors, un gap boursier, Je dis gap. techniquement... Bah si, Jean-Louis. De cotations successives. Elle a pas dit gap Alors attends, d'ouverture. laissez-moi ça, expliquer. c'est ça la différence. Laissez Laissez-moi Léa expliquer. expliquer. Cotation sur Un gap boursier, c'est entre 2 cotations, Non, il y a un écart très important. Voilà. Voilà, qui peut être baissier, qui peut être haussier, mais c'est 2 cotations successives marquées très importantes. Alors, c'est ce que aime bien Jean-Louis. Effectivement, souvent, ces gaps boursiers, quand ils l'ouverture. arrivent, c'est entre la clôture et l'ouverture. Parce que c'est quand même là où vous avez le plus de chances d'avoir une nouvelle ou quelque chose qui fait drastiquement bouger les marchés. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut tout à fait être en intraday, sur une publication, une nouvelle, une erreur manuelle, un gros doigt, comme on appelle en finance, d'un algorithme qui potentiellement d'un coup va venir déclencher beaucoup de positions. Ça peut même contribuer à ce que parfois on dise l'action est suspendue et on arrête. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, qui me paraît tout à fait claire, Alors- mais Jean-Louis a quelque chose à dire. Alors, Jean-Louis a toujours oui, quelque chose à dire. ceux qui organisent les marchés établissent des règles qui permettent justement d'avoir une parfaite légitimité du prix. Un écart de cotation, par exemple sur l'Euronext, c'est 2%. C'est-à-dire que si vous avez un écart de 2%, ok, vous avez un gel de cotation et un arrêt, et en effet, on peut reprendre un cran au-dessus. Mais un gap, c'est déjà 2%, c'est déjà un gap. Alors, normalement, quand on parle de gap, c'est d'un jour sur l'autre. C'est comme ça en général. Et c'est une ouverture au-dessus du plus haut de la veille ou une ouverture sous le plus bas de la veille. Précisément ce que Léa a expliqué en disant que c'était régulièrement le cas. Mais ça et peut que être c'était le un- plus souvent le cas. Moi, c'est comme ça que je le vois, le gap. Parce que sinon, Très bon, bien. des écarts de Et prix... justement, c'est Bravo. pour ça que c'est Les très écarts de intéressant prix, comme question, il y en a puisque toujours. vous auriez donné la mauvaise réponse. Merci non, beaucoup. par, Alors nous avons, attendez, on récapitule. Donc Dorian, Alors, un point pour Dorian. un point pour Jean-Louis. James, c'est à Même vous. s'il hein, faut c'est la avoir vôtre. la main sur le J'avais buzzer. laissé- Je Et on vous vous donne une pardonne, astuce. Ah, mais j'étais d'accord La avec main sur- le 3. La main sur le buzzer. Vous allez voir, Troisième ça va question. vous aider. La main sur le cœur. Alors, troisième question. À quoi renvoie le tracking error d'un portefeuille? Est-ce le ratio d'erreur d'appréciation dans les décisions d'investissement du gérant du portefeuille? Est-ce une mesure de la volatilité de la performance relative d'un portefeuille par rapport à son indice de référence, aussi appelé benchmark? Ou est-ce une indication sur la sous-performance d'un portefeuille attribué à des biais cognitifs? James. Je dirais la 2. Bravo, James. Oui. Ça y est, vous tirez votre épingle du jeu. Effectivement, en fait, c'est un indicateur qui permet un peu de juger de la qualité d'un portefeuille, puisqu'en fait, on va aller traquer l'écart type des rendements avec son indice, la volatilité des écarts types de rendement avec son indice de référence, le benchmark. Donc finalement, ça mesure un petit peu si le rendement est moyen ou
seulement proche du benchmark. Donc c'est vraiment un indicateur d'efficacité de la Ça stratégie. me rappelle mon premier stage en gestion quantitative. Voilà. Exactement. Que du Oui, James. On gagne quoi? Ah, on gagne le respect des auditeurs. Un point La gloire, partout. la Quatrième gloire. question. Gagner à être connu. Alors, facile celle-là. Qu'est-ce qu'une blue chip? Une action dont les activités sont en lien avec l'océan, une action qui ne distribue pas de dividendes, ou alors une action avec une capitalisation très élevée. 3. Effectivement, Jean-Louis. Vous avez celle-là, laissé Jean-Louis Ah oui, on l'a entendu pour une fois. l'impression qu'il y a Honneur aux anciens quand une même. forme de passivité là chez Dorian et Pas, ils James. se sont posé des questions. Non, on t'a laissé parce qu'on sait qu'après. Merci, vous êtes sympa. Tu vas nous demander quelque Non, chose. alors effectivement, vous connaissez tous les blue chips. Ce sont des valeurs vedettes dont la capitalisation excède en général 3 milliards d'euros. C'est à peu près ce qui est communément admis pour une blue chip. Elles sont connues pour être des valeurs bon père de famille. C'est souvent des biens de distribution. Ça va être L'Oréal, Total, des choses qui tournent un petit peu. Mais alors, ce qui est plus marrant, et ce qui est moins connu sur les blue chips, c'est d'où ça vient ce nom de blue chip. Alors en fait, il y a deux explications possibles. La première, qui est un petit peu plus sérieuse, c'est que en fait, les blue chips, ça vient de la salle de cotation au NYSE Exchange, donc le New York Stock Exchange, où la salle de cotation des plus grosses entreprises était bleue. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à les appeler blue chips. Il y a une autre explication possible, c'est que quand on joue au poker, les jetons bleus, ce sont ceux qui ont le plus de valeur. Voilà. Wow. Ça, je savais. Très Ça apprend des intéressant. choses. Pas du tout un joueur de Vous poker. pensez que c'est la C'est ça le plus première intéressant en raison, fait. la hein. deuxième Ouais, ouais. Vous pensez que c'est plutôt la salle va se mettre Nice? au Moi, je poker. pense que c'est plutôt la deuxième. Moi je trouve que le poker c'est pas mal. Allez, dernière question. Donc là, la réponse a été donnée par Jean-Louis qui Ouais. mène le jeu avec 2 points contre 1-1. Dorian et James. C'est assez balancé, Un hein, point. Jean, On arrive, on attention. Dernière question. Que sont les govies? S'agit-il d'une obligation gouvernementale ou souveraine émise par un État, un film mettant en scène des petites créatures malfaisantes ou les frais de courtage sur sous-jacent étranger? Dorian. Une. Ouais. Effectivement, c'est la une. Alors govies, c'est vrai que c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément, qui est assez jargonnant. C'est le diminutif pour government Government, bond, ouais. tout simplement. Donc Et vous le savez, les États ont besoin de se financer, ils émettent eux aussi des obligations et elles sont connues pour être moins risquées que les obligations d'entreprise, le risque de défaut d'un État étant jugé quand même moins probable que celui d'une entreprise. Donc c'est un placement qui est assez réputé pour sa sécurité. Pour donner une petite explication sur les réponses données, ne pas confondre avec les Gremlins. Non, les voilà. Goonies. Les Goonies. Non, là, pas c'était les Gremlins, Gremlins. ces petites créatures C'est les malfaisantes. Goonies, là, c'est le film de Oui, mais là, c'est les Bien. petites créatures malfaisantes. Ouais, donc Vous c'était les avez- Gremlins. Et il y a Vous avez noté. petites créatures malfaisantes, Je vois les derrière. Gremlins. Non, parce Et que il y a je aussi sais. les Goonies. Deux films. Je vois. Deux films que j'ai vus dans ma jeunesse et que j'aimais Moi, j'ai beaucoup. pas pu voir. Merci ton Mais je pense que c'était les Goonies. Exactement. parce que vocalement, c'est. Ah, Ça Gremlins. peut y aller. Mais les deux sont possibles. Ah, vous êtes finalement. allé chercher loin. Voilà. Ah bah il y a du travail. Ah, hein. vous êtes allé chercher loin. Donc, ravie que vous égalité compreniez entre Jean-Louis et Dorian. James, vous ferez mieux la prochaine fois. C'est la Merci première. à tous pour cette participation à cette émission très animée cette Merci à fois-ci. vous. Si vous souhaitez que nous analysions un titre en particulier, nous vous encourageons à nous le faire savoir sur YouTube. Merci infiniment et à la prochaine fois.